Je fais ce rappel aux conférencières qui devront utiliser le micro. Je fais également ce rappel pour les... il devrait y avoir une période de questions, enfin nous l'espérons, suite à la présentation que les deux conférencières vous feront. Vous pourrez utiliser le micro qui se trouve ici là, dans l'allée pour poser vos questions aux deux conférencières. Pour les participants en web diffusion, vous pourrez poser également vos questions en vous rendant sur la section clavardage associée à la présente activité. Donc, sans plus attendre, je vais vous présenter les deux conférencières. D'abord, il me fait plaisir de vous présenter Madame France Dubé. Madame Dubé est professeure au département d'éducation et formation spécialisée de l'Université du Québec à Montréal et chercheuse associée au CETREC. Elle s'intéresse aux élèves en difficulté d'apprentissage, à la différenciation pédagogique, à l'intégration scolaire ainsi qu'à l'organisation innovante des services éducatifs pour favoriser la persévérance et la réussite scolaire. Ensuite, j'ai le plaisir de vous présenter également Mme Maryse Garot. Mme Garot est conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Patriotes et chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Elle s'intéresse tant au développement professionnel des étudiants en formation initiale à l'enseignement qu'à celui des enseignants qui œuvrent actuellement en milieu scolaire. La pratique réflexive et l'adaptation scolaire sont également au cœur de ses intérêts. Donc, sans plus attendre, je leur laisse la parole. Merci beaucoup. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin, ici en personne ou en web diffusion. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous parce qu'on se retrouve pour vous parler du temps. Et le temps a passé depuis qu'on se connaît. Alors, juste pour compléter la présentation, on a d'abord été enseignantes toutes les deux à la même commission scolaire il y a plusieurs années, dans les années 90. Moi, d'abord au primaire et Maryse au secondaire. Moi, au préscolaire primaire, classe ordinaire, elle en adaptation scolaire. Plusieurs années plus tard, le temps a passé et on s'est retrouvés à l'UQAM, principalement à la formation pratique. Donc, organisation des stages, supervision de stagiaires. Elle était professeure invitée. Moi, j'étais professeure invitée, je suis devenue professeure. Et on se retrouve ensemble aujourd'hui pour vous parler du temps. Qui sommes-nous pour vous parler du temps, nous qui courons aussi après le temps? Je dis toujours que mon agenda est comme un Tetris où je replace constamment les blocs pour qu'ils s'imbriquent les uns dans les autres. Mais nous allons vous proposer des approches, des pratiques et des outils pour envisager le temps de manière constructive et proactive, tant pour vous que pour amener vos élèves ou les élèves qui sont sous notre responsabilité vers une meilleure réussite éducative. Alors, débutons cette présentation et merci. Et effectivement, on va s'arrêter pour prendre le temps, voir le temps qui passe. Et tout au long de cette heure que nous passerons ensemble, eh bien, nous tenterons au meilleur de nos connaissances de vous outiller pour peut-être, comme le mentionnait M. Bacon, trouver ce qu'il faut pour prendre le temps. Alors, la cloche a sonné, puis maintenant le temps de commencer. Alors, juste pour faire une petite mise en bouche, je vais vous présenter une courte vidéo, mais qui représente bien ce que peut représenter la réalité, le quotidien d'un enseignant. Il y a des jours, dans ma classe, je ne sais plus où donner de la tête. Je dois m'adapter à Maxime, qui a un TDAH et une dyslexie dysorthographie mixte, à Claudie, qui a un manque flagrant d'organisation, à Amélie, dont la vie personnelle est difficile, à Gustave, qui apprend à vivre avec une maladie mentale, à Frédéric, qui a des difficultés motrices, à Emeline, qui ne fait rien comme les autres, à Raphaël et son perfectionnisme, et à Xavier, qui termine tout en 15 minutes et qui dérange le reste du temps. Au fond, aucun de mes élèves n'a les mêmes besoins que son voisin et n'apprend de la même façon. Dans ce contexte, est-ce que c'est normal que je me sente submergé? Que j'ai parfois l'impression de passer mon année en gestion de l'urgence? Est-ce que je peux avoir droit à un tiers de temps supplémentaire, s'il vous plaît?
Alors, il y avait une petite vidéo qui accompagnait tout ça. Alors, on verra pour les prochaines vidéos comment on pourra gérer ça puisqu'elle n'apparaît pas à l'écran. Mais voilà, effectivement, plusieurs enseignants prendraient un tiers-temps supplémentaire eux aussi dans leur quotidien. Je pense qu'il fallait fermer la vidéo. Alors, voici l'intention de la rencontre. Nous allons aborder avec vous et réfléchir ensemble à l'accueil, au développement, à votre propre développement professionnel, à la réflexion, à l'analyse, à la collaboration et à la planification. Alors d'abord, l'accueil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a pris soin de vous accueillir ce matin quand vous êtes arrivés dans la salle parce que c'est important de se sentir comme bien reçu au sein d'une présentation qui, d'un premier abord, pourrait sembler impersonnelle, mais nous, on ne la souhaitait pas comme ça. Et des chercheurs ont montré que cet accueil-là est aussi important avec les élèves, avec les apprenants. Alors, les études montrent que c'est essentiel d'accueillir et d'accorder une attention particulière aux élèves au sein d'un groupe. Donc, de ne pas considérer le groupe comme un tout, mais chacun des élèves comme étant des individus contribuant à ce groupe-là. Alors, ça va rehausser leur niveau d'engagement, ça va rendre positive leur attitude face à la tâche, ça va sans doute éviter aussi des problèmes de gestion de comportement. Et même au post-secondaire, donc au collégial et à l'université, ça montre accueillir les étudiants et leur accorder une attention personnalisée entraînerait de meilleurs résultats scolaires. On parle de 30% de différence de meilleurs résultats quand on accueille les étudiants plutôt que quand on les considère comme une masse. Malheureusement, on sait qu'au collégial et particulièrement à l'université, les groupes peuvent être très nombreux, mais ça peut faire la différence. Donc, c'est quelques minutes pour accueillir les étudiants, que ce soit des élèves du primaire, secondaire ou au post-secondaire, pour faire toute la différence. Ici, j'ai un beau lien, j'espère qu'il va fonctionner. Il y a eu un dossier qui a été présenté par le RIR et le CETREC où on nous parlait de l'importance. Ça ne fonctionnera pas. OK, vas-y. On nous parlait de l'importance d'accueillir les élèves. Alors, ça a été publié là, en 2018. Si vous tapez les mots-clés « RIR, importance d'accueillir », il y a quelques liens et articles fort intéressants sur lesquels on s'appuie pour justement rehausser l'accueil qu'on peut offrir à nos apprenants. Ça ne fonctionnera jamais. Bon, OK. Vous travaillez fort à faire des beaux hyperliens, mais vous pourrez aller le consulter. C'est un premier outil pour bien accueillir les étudiants. Donc, accorder une attention particulière et personnalisée aux élèves contribue à créer, bien sûr, un climat de classe sécurisant, apporte un soutien aux élèves et contribue au bien-être des élèves, mais aussi de tout le groupe. Une petite pensée pour continuer dans l'accueil. Maya Angelou nous dit « J'ai appris que les gens vont oublier ce que vous avez dit. Les gens vont oublier ce que vous avez fait. Mais les gens n'oublieront jamais comment vous les avez fait se sentir. » Alors, je pense que ça, comme enseignant, accompagnateur, directeur, je pense qu'on doit se le rappeler régulièrement. On est souvent dans notre tête, on pense souvent au message qu'on veut passer, mais l'être est aussi important quand on veut mener tout le monde vers un bien-être et une meilleure réussite. Alors, prendre le temps, effectivement, on est souvent à la recherche du temps, mais il est important dans notre profession de prendre le temps de se développer. Alors, ce développement professionnel, comme un peu, prendre le temps de m'organiser. Alors, ce développement professionnel débute en formation initiale. Encore plus maintenant, il y a une époque où on disait que le développement professionnel s'inscrivait plus à partir du moment où on avait notre premier contrat, notre première classe, mais on sait qu'en contexte de pénurie maintenant, nos étudiants, parfois en première année de bac, se retrouvent à faire de la suppléance et même à accepter des petits contrats, bien qu'ils ne soient vraiment pas outillés pour avoir tous les outils pour affronter ces embûches de la profession. Hein. C'est une profession complexe qui demande justement d'avoir un bon bagage avant de se lancer dans cette aventure qui est d'enseigner.
Et puis, donc, ce développement professionnel, maintenant, de plus en plus dans la littérature, il s'inscrit dès la formation initiale, comme je mentionnais, en contexte de pénurie, encore plus. Il se poursuit tout au long de la carrière, c'est ce qu'on appelle la formation continue. Donc, les enseignants sont invités à se développer tout au long de leur carrière. Il y a une période charnière qui est l'entrée en profession, qu'on appelle l'insertion professionnelle, qui dure environ 5 ans, là, selon le contexte. Bien sûr, si on commence à enseigner dans la même école, puis qu'on fait ces premières années-là toujours avec le même groupe d'élèves, avec la même réalité, bien sûr, le 5 ans va être moins long, mais vous savez que c'est pas toujours ça qui attend les jeunes enseignants. Donc, c'est aussi un moment important de leur développement professionnel. En formation initiale, dans quelques universités au Québec, les étudiants mettent en place un portfolio de développement professionnel. À l'intérieur de ce portfolio-là, ils sont emmenés à réfléchir à différents moments de leur formation et à la toute fin, ils réalisent un travail réflexif qui les amène à se projeter dans leur insertion professionnelle, car bien sûr, la formation initiale ne forme pas à tout, hein? Donc, ils terminent avec des petits trous un peu dans leur développement, puis ce travail réflexif de fin de parcours leur permet déjà de mettre en place, de s'arrêter puis de dire qu'est-ce que je devrais, moi, tout de suite aller chercher comme formation pour venir compléter ces petits manques dans mon développement. Ce qui manque peut-être, là, c'est ce petit lien-là. Plusieurs directions accompagnent les enseignants débutants, mais n'ont pas nécessairement accès à cette réflexion-là qui est en place, puis qui pourrait être d'une belle richesse pour une direction d'école qui accompagne. Moi, j'invite les directions d'école qui sont présentes à questionner leurs enseignants débutants, à savoir, est-ce que toi, tu as déjà un plan de formation? Parce que, mon Dieu, on gagne, on met des pas d'avance en prenant déjà un travail qui a été fait, puis qui va permettre qui va favoriser cette insertion professionnelle de nos enseignants. Donc, cette fameuse formation continue permet, par la suite, là, si on devient là, dans un niveau de compétence plus élevé, de poursuivre, hein, de mettre en place des pratiques plus efficaces et d'avoir la reconnaissance de nos compétences. Je pense que la reconnaissance, c'est un facteur très important qui nous donne un peu l'air d'aller dans le désir de poursuivre, de bien faire les choses. Alors, une recherche, je lisais récemment une recherche qui mentionnait qu'il y a certains acteurs de l'éducation, notamment des directeurs qui ont mis en place vraiment un programme de développement professionnel au sein de leur milieu. Et ces chercheurs-là ont étudié les effets et clairement, il y a un effet très important sur les apprentissages des élèves. Il est mentionné que tout d'abord, ces programmes-là mettent les enseignants un peu au cœur de leur développement professionnel puis là, j'aime bien l'expression, en les mettant dans une position d'enquêteur de leur propre pratique, qui est plus en mesure de savoir qu'est-ce qu'il y a de besoin pour se développer que l'enseignant lui-même. Donc, plutôt que d'offrir des formations de façon générale à toute une école, par exemple, ou à des enseignants par matière, c'est de questionner l'enseignant puis de l'emmener à se questionner sur ses besoins de formation. Et cette façon de voir le développement professionnel favorise bien sûr les apprentissages des élèves, mais a aussi réellement des effets réels, notamment sur la réussite, notamment en lecture. Donc, c'est les avancées de cette recherche-là. Donc, bien important de mettre l'enseignant au cœur de son développement professionnel afin qu'il puisse lui-même identifier ses besoins de formation. Ce développement professionnel est vu selon 2 perspectives par Mukamurera. Donc, une première perspective développementale. En fait, c'est l'évolution de l'enseignant tout au long de sa carrière. Dans une deuxième perspective, celle de la professionnalisation, on est davantage dans un processus d'apprentissage. Donc, le développement professionnel est vu comme un processus d'apprentissage, mais aussi comme des activités de réflexion et d'investigation.
Donc, on avait tantôt notre enquêteur de sa propre pratique. Là, on va parler d'investigation, et qu'on est toujours un peu dans le roman policier. Et puis, il y a tout, donc, investiguer, enquêter, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de réfléchir sur soi, sur ses besoins et sur comment on pourrait améliorer sa pratique. Donc, ça va m'emmener à la deuxième partie de cette présentation, qui est de prendre le temps de réfléchir. Je vais prendre le temps de prendre une petite gorgée. Dans notre référentiel de, là je dis note parce que j'ai encore une posture d'enseignante très forte, je pense qu'on est enseignant pour la vie. Alors, dans notre référentiel de compétences de la profession enseignante, il y a une compétence qui est de s'engager, c'est libellé ainsi, donc s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel. Cette compétence se décline en différentes manifestations, là, si on veut. Alors, il y a une première qui est d'établir un bilan, d'être capable d'établir un bilan de ses compétences et de mettre en œuvre les moyens pour les développer, en utilisant bien sûr les ressources qui sont disponibles. Donc, on est toujours dans cette idée d'enquête, de réfléchir à quels sont nos besoins, plutôt que de, comme je disais, d'une culture qui peut être moins présente, mais de se faire imposer, si on veut, des formations. Alors, nous-mêmes, aller à la recherche de ce qui pourrait nous être utile. On parle aussi, pour se développer, d'échanger des idées avec ses collègues par rapport à ses choix pédagogiques, aux pratiques efficaces, à comment ça se passe dans sa classe et de faire ce partage-là. Donc, on est dans un contexte de collaboration, une collaboration réflexive, c'est-à-dire d'essayer de voir ce qui pourrait être le plus efficace, donc un partage de collégialité. Ensuite de ça, bien sûr, il y a toute la réflexion, ce développement de la pratique réflexive. Puis vous allez voir, je vais en venir un peu à vous présenter quelques modèles qui pourraient justement soutenir votre réflexion, tant personnelle qu'individuelle que collective. Donc, réfléchir sur sa pratique et bien sûr, réinvestir les résultats de cette réflexion. Parce qu'on sait qu'on peut réfléchir, mais réfléchir de façon efficace, ça demande quand même une certaine structure. Enfin, il y a aussi une manifestation qui se décline de cette façon, c'est-à-dire qu'on devrait mener des projets pédagogiques pour résoudre des problèmes d'enseignement. Mener des projets pédagogiques, on peut le faire bien sûr en collaboration avec des chercheurs dans des recherches-actions, mais on peut le faire aussi au sein d'une équipe qui décide de mener un petit projet, de mettre en place et de pas documenter de façon peut-être scientifique, mais de voir, de se réguler à travers ça pour pouvoir voir quels sont les effets sur les apprentissages des élèves. Alors, je vous présente une première démarche réflexive qui est une démarche individuelle. Dans le cadre de ma thèse de doctorat, j'ai développé, j'ai analysé différents processus réflexifs, puis ça m'a amené à mettre en place cette démarche réflexive auprès d'étudiants finissant au bac, donc des étudiants de 4e année. Pourquoi eux? Parce que j'étais interpellée, ils terminaient, vous savez, le 4e stage est un long stage qui leur permet justement de se mettre dans une posture d'insertion professionnelle. Et dans le cadre de ce 4e stage, j'étais souvent confrontée à des étudiants qui vivaient ce que je trouvais qui ressemblait un peu à ce que la littérature nommait par rapport à l'insertion professionnelle. Donc, des étudiants fatigués en stage 4, des étudiants anxieux, souvent en pleurs lors des retours réflexifs. Alors, c'est ce qui m'a amené à me dire comment on pourrait justement mieux préparer ces étudiants-là en formation initiale pour les emmener à vivre une insertion plus harmonieuse. Alors, pendant tout le 4e stage de leur formation, ils ont rédigé sur une base quotidienne, dans un journal qu'on appelait un journal réflexif, ils devaient à tous les jours écrire une dizaine de lignes sur quelque chose qui avait plus teinté leur journée. Au terme de la journée, là, est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui dont je suis très fière ou une embûche que j'ai rencontrée puis qui m'a laissé un peu perplexe? Alors, l'écriture était libre, c'était de se laisser aller et puis justement de me dire qu'est-ce qui aujourd'hui teinte davantage ma journée.
bien que ce soit positif ou négatif, bien entendu, vous vous y attendez sûrement. Les propos étaient souvent, là, ce qui était présenté, c'était plus des embûches que des coups de cœur. Je crois qu'il y en a eu aussi de beaux coups de cœur. Alors, cette première partie, c'était la réflexion sur l'action. Hein. J'en ai dit qu'on peut réfléchir dans l'action. Quand on devient compétent, un enseignant expert va réfléchir dans l'action, va se réguler dans l'action. Quand on est un enseignant débutant, on réfléchit davantage sur l'action, c'est-à-dire on prend un certain recul. Donc, c'était à travers des observations, des rétrospections, des prises de conscience que l'étudiant rédigeait son journal réflexif. Par la suite, on lui demandait de prendre un certain recul. Hein. Vous savez, dans les émotions, parfois, on ne réfléchit pas ou c'est plus difficile d'analyser de façon objective ce qui s'est passé. Donc, après une période de recul qui était variable là, de quelques heures à quelques jours, puisqu'ils rédigeaient du lundi au vendredi, on leur demandait d'analyser cette réflexion-là, donc de relire leurs écrits et d'essayer de faire émerger la situation sur laquelle ils allaient par la suite se poser aller plus au fond des choses. Donc, il y avait de tout ce qu'il avait écrit, une situation qui leur semblait être celle importante. Par exemple, là, rapidement, si l'étudiant mentionnait une journée qu'il y avait de la misère à piloter, qu'il avait l'impression que quand il enseignait, bien, il perdait un peu le fil, puis qu'il avait l'impression de ne pas être compétent dans l'enseignement de sa matière, bien, au fil de la lecture, peut-être qu'il pouvait faire émerger le fait que c'était pas tant qu'il ne maîtrisait pas son contenu, mais qu'il y avait tellement de gestion de classe à faire que ça lui faisait perdre le fil de ce qu'il enseignait. Donc, c'est à travers cette lecture-là qu'il pouvait justement analyser puis faire émerger cet enjeu-là. Une fois l'enjeu émergé, bien, on lui demandait de partir à la recherche d'outils. Ces outils-là, il les cherchait soit dans des lectures qui avaient été proposées à l'université, des notes de cours de son prof, des bonnes pratiques de son enseignant associé, des bons conseils. Ça pouvait être aussi des manuels, des références, articles scientifiques. Bref, un peu partout, il devait partir de voir qu'est-ce qu'on me propose quand on rencontre ce type de difficulté-là. Alors, de là, il se faisait un plan d'action. Donc, un plan d'action, c'est-à-dire un objectif avec des moyens. Alors, mon objectif, je me rends compte que Jonathan, c'est mon élève qui me donne beaucoup de fil à retordre. Alors, qu'est-ce que je devrais faire pour développer mon lien? Bien, je vais l'accueillir le matin quand je vais arriver. Je vais m'intéresser à ce qu'il fait. Ah, il joue au hockey. Bien, on va parler des Canadiens. Je vais le questionner un peu davantage quand je sais qu'il y a des forces. Donc, l'étudiant se donnait des moyens très concrets à mettre en place dès le lundi matin en classe. Bien entendu, quand la situation se présentait. Alors, il allait mettre par la suite ça en place pour pouvoir réfléchir à nouveau sur est-ce que les moyens que j'ai mis en place ont solutionné mon problème et sinon, ben, la boucle reprend. Donc, c'est une démarche qu'on dit itérative parce qu'on peut tourner longtemps. Puis là, je n'ai pas pensé mon PowerPoint, mais dans chacune des étapes, j'aurais dû vous faire avancer comme ça pour finalement amener avec l'idée que c'est itératif. Donc, on tourne autour de la démarche tant aussi longtemps qu'on n'arrive pas à dire maintenant, je sais ce que je dois faire dans telle situation. Alors, c'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on appelle la théorisation, c'est-à-dire que j'ai des concepts, j'ai des règles, j'ai des principes, j'ai une façon de faire qui fait que quand cette situation-là se présente à moi, j'ai maintenant des outils. Alors, cette démarche, elle est très individuelle. Elle venait aussi, là, dans ma façon de voir les choses, faciliter l'insertion professionnelle parce qu'en insertion professionnelle, la plupart des commissions scolaires maintenant ont des programmes d'insertion qui consistent à faire du mentorat, qu'il y a des petites formations clés qui sont offertes. Mais parfois, ce qui ressort de cette recherche-là, différents éléments, notamment le manque de temps. Les étudiants mentionnaient qu'ils sont toujours à la recherche de temps. Donc, c'était un peu pour contrer, de dire si souvent, vous savez, hein, quand on manque de temps, autant comme parent, comme maman, on est toujours les derniers à se mettre on va penser à tout le monde, puis on va penser à soi à la toute fin. Donc, c'était de dire, ben si justement, tu manques de temps pour assister à la formation qui t'est offerte dans ta journée pédagogique parce que tu as de la correction par-dessus la tête, ben voici une façon plus introspective de peut-être trouver des solutions aux embûches que tu rencontres dans la profession.
Alors, par la suite, je suis, après mon doctorat, ou dans les derniers temps de mon doctorat, je suis devenue conseillère pédagogique et j'ai embarqué dans un projet qui existait déjà dans ma commission scolaire, un projet avec des conseillers pédagogiques au parcours de formation axé sur l'emploi. Et c'était un projet Montérégie, de la montée, donc les différents conseillers pédagogiques de la Montérégie. Et eux avaient travaillé avec une chercheure de l'Université de Montréal, Marie Laberge, qui s'intéresse au parcours axé sur l'emploi. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'intéressent à ce programme-là, qui est fort intéressant. Et c'est une chercheure qui vient du monde de l'ergonomie. Donc, c'est tout le rapport de la personne versus son environnement, son travail. Alors, elle avait, après la première journée de formation, je me suis dit, oh my God, c'est ma démarche, là. Donc, c'était vraiment une démarche qui était similaire à celle-là. Donc, avec un de mes collègues, conseiller pédagogique d'une autre commission scolaire, Marie-Victorin, on a développé un autre projet. Et puis, en fait, on a pris cette démarche-là, plus la démarche de Marie Laberge en ergonomie, pour les fusionner et pour transformer cette démarche réflexive individuelle en démarche réflexive collaborative. Donc, c'est maintenant de réfléchir. Là, on peut réfléchir à plusieurs, mais dans cette vision-là, on réfléchit à deux. Alors, vous voyez, on se retrouve vraiment dans la démarche, et donc je ne reviendrai pas dessus. Ce qui apporte là, dans cette idée de collaboration, c'est les deux méthodes pour recueillir les données et analyser ces données-là. Donc, dans une diade qui pourrait être conseiller, nous, Michel et moi l'avons vu dans une diade conseiller pédagogique enseignant. Donc, on accompagne les enseignants dans leur formation continue, dans leur désir de transformer leur pratique. Alors, vous voyez qu'on a l'idée de transformer et non pas l'idée de changer ces pratiques, mais de les transformer. Alors, donc, deux méthodes, observation et verbalisation. Donc, on va observer avec différents déterminants. Donc, on n'observe pas, ça émerge d'une problématique. Hein. Parfois, c'est la direction d'école qui va faire appel au service éducatif pour mentionner un problème que rencontre un de ses enseignants ou au niveau des apprentissages des élèves. Parfois, c'est l'enseignant lui-même qui va lever la main en disant « Et moi, j'aimerais ça qu'on essaie telle chose dans ma classe. » Donc, le conseiller pédagogique arrive pour collaborer, pour être un partenaire de cette transformation. Alors, à travers la verbalisation, l'observation, on questionne. Si ça vous intéresse, là, on a présenté à la CCPQ. Donc, sur le site de la CCPQ, vous trouverez là, toute la présentation fort détaillée. Mais c'est toute cette idée-là de recueillir beaucoup d'informations à travers le milieu, l'environnement, le matériel pédagogique. Donc, tout ce qui entoure l'enseignant étant au cœur de cette démarche-là, pour bien comprendre, analyser, et à travers ce qu'on recueille comme information, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à savoir si cet élément-là est plutôt positif, donc c'est une ressource, ou plutôt négatif, c'est une contrainte. Puis, on va travailler à essayer d'équilibrer. Donc, s'il y a plus de contraintes dans ma classe, bien, on va tenter de débalancer tout ça pour diminuer les contraintes et augmenter les ressources, de façon à donner à l'enseignant une marge de manœuvre dans sa classe pour qu'il puisse, bien sûr, agir sur les apprentissages de l'élève. Ça vise vraiment, là, on a comme 3 conséquences. La première, bien sûr, les apprentissages des élèves. La deuxième, c'est le développement aussi de l'enseignant, son développement professionnel. Et une troisième qui est le bien-être enseignant. On en parle de plus en plus, c'est quelque chose d'important. Donc, on parle aussi de la zone proximale de développement des enfants, mais il y a celle aussi de l'enseignant, donc qui se développe à partir de où est-ce qu'il est rendu dans son propre développement professionnel. Alors, c'est aussi une démarche itérative, c'est-à-dire qu'au terme de la boucle, l'enseignant se questionne, évalue la démarche mise en place pour se dire, bien, est-ce que j'ai réussi à développer des compétences de niveau satisfaisant, ou si c'est à poursuivre, ou si au contraire, ce qu'on a mis en place, ça ne fonctionne pas réellement, puis il faut à nouveau se remettre dans cette démarche réflexive. Alors, voilà 2 façons de structurer une réflexion, soit de façon individuelle, soit de façon collaborative. Et ce sont des démarches qui, justement, peuvent rentabiliser ce temps-là où on a à vouloir trouver des solutions aux différents embûches qu'on peut rencontrer.
Alors, juste pour, je prends quelques minutes à peine pour ce développement professionnel. Donc, quand on dit qu'on est compétent, l'enseignant débutant arrive, il a quand même fait 4 années d'études. Donc, il y a un certain niveau de compétence, on va dire, qui est au premier niveau de compétence. Plus on évolue dans les différents niveaux de compétences, l'élément clé là, qui ressort quand on avance dans ces niveaux de compétences, c'est d'être capable de faire face aux différents éléments qui peuvent se présenter pendant le quotidien. Donc, plus un enseignant est capable de se réguler dans l'action, plus on va le situer de façon plus avancée dans les niveaux, donc niveau maître, niveau expert. Alors, un enseignant expert, il va arriver quelque chose d'inattendu dans sa pratique au quotidien. Tout de suite, il va se revirer sur un dissous, puis il va faire face, puis il y a dans son bagage différents outils pour être capable de faire face aux différentes situations. Donc, c'est ce qu'on appelle la fameuse marge de manœuvre. C'est ce qu'on souhaite tant par la réflexion, l'analyse, développer, donc de donner une marge de manœuvre à l'enseignant. Plus cette marge est grande, plus l'enseignant va s'épanouir, tant au niveau de son bien-être, comme je mentionnais, des apprentissages de l'élève, que de du propre développement de ses compétences. Alors, on va prendre le temps, un petit temps ludique tout simplement. Alors, vous avez à l'écran 5 nombres. On va vous donner la réponse à la fin. Que je vous invite à réfléchir à ces nombres et à voir qu'est-ce que cette séquence mathématique pourrait représenter. Alors, je vous les présente une première fois là. On y reviendra dans quelques instants et on vous donnera la réponse à la toute fin. Donc, petit quiz. Alors, on a parlé d'un temps pour analyser et réfléchir de manière individuelle, réfléchir et analyser à deux. Maintenant, réfléchir et analyser collectivement. Ce que je vais vous présenter, on l'a développé dans le cadre d'un projet en partenariat en adaptation scolaire, donc financé par le ministère de l'Éducation, en collaboration avec la commission scolaire de la Seigneurie d'Émile-Île, France Dufour, ma collègue qui est actuellement dans la salle, et Marie-Ève Gadebois, qui est doctorante, qui était auxiliaire de recherche sur le projet. Nous avons eu la demande de cette commission scolaire-là de collaborer avec eux parce qu'ils avaient des élèves ayant des besoins d'apprentissage particuliers qui étaient scolarisés en classe spéciale depuis le début de leur scolarisation, pour lesquels les enseignants sentaient qu'ils avaient besoin d'être nourris davantage et d'être accueillis en classe ordinaire. Maintenant, comment procéder pour que ça se passe bien, pour le bien-être de tous? Ils nous ont invités à réfléchir collectivement avec eux à ce sujet-là. Alors, on a demandé un financement pour pouvoir documenter les pratiques et on avait comme idée d'offrir aussi des formations. Alors, nous étions prêtes à présenter des capsules de formation sur les différents besoins d'élèves qui ont des besoins particuliers, les transitions, classe spéciale, classe ordinaire et tout ça. Et on a fait des rencontres de groupe dans 3 écoles primaires. Au terme de ces 3 rencontres-là, où on a discuté de leurs pratiques actuelles, des facilitateurs, des obstacles anticipés, on leur a proposé un calendrier de rencontres pour offrir des formations et ils nous ont dit « Non, non, on n'a pas besoin de formation. On a l'expertise, nous, ici. On a plein de gens ici super compétents. Ce qu'on veut, c'est du temps pour se concerter, du temps pour bien préparer cette transition-là. Est-ce que vous pouvez nous offrir ce temps-là, cet espace-temps-là de réflexion collectivement, mais avec votre aide? » Alors, on est retourné à nos lectures, on a recensé des pratiques et on a trouvé un modèle de réflexion qui nous permettait de réfléchir collectivement. Alors, ça a contribué à la démarche. On a aussi documenté la démarche, donc on a collecté de belles données, mais je vais vous présenter d'abord la démarche. Ça se passe en 4 phases et c'est un modèle de Brookfield qui a été repris et traduit dans un article de Sophie Grossman publié en 2009, très intéressant, où dans ces 4 étapes-là, on a d'abord, lors des rencontres, on pouvait être 6, 7, 8 intervenants d'une même école, avec des éducateurs spécialisés, la direction d'école était toujours là, avec des enseignants de classe spéciale et de classe ordinaire, et France et Marie-Ève étaient là aussi pour les soutenir, les enregistrer, guider les discussions.
Mais on a un modèle assez structuré de réflexion qui donne des temps de parole limités et qui permet de réfléchir en restant cadré sur l'objet de la réflexion. Alors d'abord, on leur envoyait à l'avance le canevas pour que chacun d'entre eux réfléchisse à une problématique qu'ils voulaient nous soumettre pour qu'on réfléchisse ensemble et qu'on amène des solutions. Alors d'abord, il y a un narrateur qui se portait volontaire et qui nous présentait une situation en parlant des faits, des pratiques qu'elle avait ou qu'il avait mis en place, des éléments observés, des difficultés rencontrées en exposant un besoin. Pour un temps limité de 5 à 10 minutes où on écoutait le narrateur ou la narratrice nous exposer sa situation. Ensuite de ça, tout le groupe avait de 2 à 3 minutes pour poser des questions de précision de manière neutre. Qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Peux-tu me préciser? Parle-nous des besoins de l'élève. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre intervenant en classe? 2, 3 questions, elle nous répondait. Donc là, il y avait vraiment un temps d'interaction très court. Il y avait vraiment un gardien du temps pour être sûr qu'on ne débordait pas de ce temps-là. Troisième temps, là, le narrateur ou la narratrice ne devait plus parler du tout. C'est la période la plus difficile pour le narrateur ou la narratrice, mais pouvait prendre des notes. Alors, tout le groupe proposait des hypothèses, des solutions, faisait des liens avec des expériences vécues antérieurement dans sa classe et sans porter de jugement. Vraiment un partage, donner des pistes. As-tu pensé à ça? Avais-tu telle ressource? Qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, j'ai déjà vécu ça. Je connais cet élève-là dans notre école. Je l'ai déjà eu. Je suis déjà intervenue auprès de lui. Bon, alors on faisait vraiment un partage là, pendant 10 à 15 minutes. Alors, à ce moment-là, la narratrice ou le narrateur prenait des notes de cette tempête d'idées, de propositions-là. Et à la fin, le narrateur reprenait la parole en nous disant « Ce que vous venez de me proposer, moi, je retiens telle piste. Ça, par contre, j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, mais ce que vous venez de me proposer là, j'ai envie de le proposer. » Et là, le directeur ou la directrice est là, entend, écoute et devient un facilitateur pour la suite des choses, où il y avait entre 3 et 5 situations analysées collectivement. On puisse justement solutionner ce problème-là. Alors, on prenait des moments de rencontre où il y avait entre 3 et 5 situations analysées collectivement. On essaie que ce soit 5 personnes différentes autour de la table qui nous proposent une de ces situations et qui, on reprenait là, la démarche collective pour arriver plus loin. Et parfois même, je dirais, on a eu une enseignante de classe ordinaire de 6e année qui était ouverte à recevoir un élève qui a toujours été scolarisé en classe spéciale et qui avait un trouble du spectre de l'autisme. Et elle avait des situations anticipées. Elle avait des craintes, mais on lui a dit, ben vas-y, présente-nous-la avec des faits, avec tes émotions, comment tu te sens, qu'est-ce que tu anticipes, tu connais ta classe, parce que parfois les intégrations, parfois partielles pour ensuite devenir des intégrations complètes, ne se font pas toujours au début de l'année, parfois ça se fait en cours d'année. Elle connaissait déjà sa classe, elle se demandait comment préparer sa classe, comment accueillir. Alors, on a fait une analyse de situation anticipée pour l'amener à... Tout le groupe est devenu en soutien à cette enseignante-là, mais aussi à l'élève. Et ça permet là, de partager. L'élève n'appartient pas juste à une classe ou sous la responsabilité d'une seule enseignante, mais avec une démarche comme ça, toute l'école réfléchit collectivement ensemble. Alors, cette démarche-là, on l'a fait pendant 2 ans dans 3 écoles primaires. Actuellement, j'ai un étudiant à la maîtrise, Olivier Bruchesi, qui reprend cette démarche-là au secondaire, à la CSDM. Il va en faire son sujet de mémoire de maîtrise. Et ils réfléchissent collectivement, et là, ce sont des enseignants de français qui réfléchissent collectivement à comment amener des élèves raccrocheurs à réussir les exigences pour obtenir leur diplôme. Donc, ce dispositif-là peut être pris dans différents milieux, avec différents types d'intervenants. Nous, c'était vraiment des équipes multidisciplinaires. Le directeur ou la directrice était toujours là. On a été chanceux, mais ce temps de réflexion-là a été très riche. Donc, une formation collective pour une meilleure réflexion autour des besoins de l'élève. Les hyperliens ne fonctionnent pas, vous l'avez vu tantôt, mais je vois qu'il y a quelqu'un qui voulait photographier. Allez-y, je vous donne du temps. Je fais partie du groupe Apprenants en difficulté et littératie, donc ADEL. On a un site web où on dépose les fruits de nos démarches, de notre matériel. On a déposé une schématisation de ces étapes-là avec les références sur le site ADEL. Même si je clique sur le lien, vous ne verrez pas le visuel de cette démarche-là, mais ADEL-UQAM guide dispositif d'analyse, vous allez pouvoir le trouver, l'imprimer.
Nous, on a donné à la fin de l'expérimentation aux milieux participants là, une version plastifiée recto verso qu'on peut mettre au centre de la table pour s'assurer que le gardien du temps fait son rôle et qu'il n'y ait pas de jugement aux différentes étapes de l'analyse. Puis c'est surtout le temps. En fait, on réalisait que quand on minutait le temps et qu'on était centré sur le sujet, on était très efficace. Quand on dit qu'on peut faire de 3 à 5 analyses, là, on était vraiment très rigoureux dans la gestion du temps, puis ça a eu des effets vraiment importants et positifs. Alors, la collaboration, maintenant, on vient de voir un exemple d'analyse, mais qui vise la collaboration. Dionne nous dit que c'est un processus cyclique et itératif, donc pas toujours dans l'ordre où c'est énuméré, mais de planification, communication, action, retour réflexif, individuel ou collectif, et de prise de décision. Pour favoriser la collaboration, ce qui est important, c'est que les intervenants, malgré qu'ils aient des expertises différentes, s'éloignent de la posture d'expert pour réfléchir à un co-développement ensemble. Alors ça, c'est pas toujours facile, mais ça rehausse le niveau de négociation et de partage, puis collectivement, on va plus loin, puis même quand on s'éloigne de la posture d'expert, on est plus ouvert à recevoir, parce qu'on a tous des expertises, des expériences, des formations initiales et continues différentes. Alors, on a des chercheurs qui nous le rappellent. On a Marie-Ève Gadebois, qui est au doctorat, qui a été collaboratrice là, et assistante de recherche sur le projet dont je viens de vous parler, les 4 temps d'analyse de situation pédagogique. Dans son mémoire de maîtrise, elle a travaillé au sein de sa commission scolaire à rehausser le niveau d'interdépendance entre les intervenants d'une même école. Alors, on a un modèle adapté de Little d'abord et de Beaumont et ses collaborateurs par la suite que Marie-Ève a adapté et a utilisé dans le cadre de son mémoire, qui nous présente les 4 niveaux. Alors d'abord au niveau 1, et ça on le vit tous dans nos milieux de travail, qu'on soit enseignant, conseiller pédagogique, à la direction, dans différents organismes. Le niveau 1 étant un niveau d'échanges sociaux, donc un soutien moral, camaraderie étudiante, réunion sociale, peu axé sur la résolution de problèmes en lien avec l'éducation, souvent des rencontres informelles essentielles pour bien s'insérer dans un milieu de travail, mais au niveau de l'interdépendance, c'est le niveau de base. Au niveau 2, les relations d'entraide sont davantage à sens unique, plus un niveau mentor-mentoré, des propositions, des pistes de solutions sur la demande de l'autre qui a besoin d'aide, non planifiées, peu organisées, encore informelles. Parfois, on dit des conversations de cadre de porte. Hein, on va donner quelques pistes. Tiens mon matériel, essaye ça. 3e niveau, un niveau plus de partage, où il va y avoir des échanges d'idées et d'opinions, un partage de matériel, de méthodes, parfois une planification commune, des discussions pédagogiques parfois planifiées. Alors là, on est déjà à un niveau un peu plus haut. Et le niveau 4, où là, on va vraiment avoir un chevauchement d'expertise, un temps organisé pour planifier et réfléchir ensemble, se proposer des pistes, des discussions collectives basées sur un but commun au sein de notre établissement ou en lien avec nos responsabilités, et un travail à plus long terme. Alors, je vous laisse du temps pour réfléchir. Dans votre milieu de travail, où vous situez-vous dans ce continuum-là d'interdépendance? Et là, quand on entend le mot dépendance, on se dit, ah, c'est pas, hein, on aime bien enseigner, s'occuper de nos affaires, fermer la porte, qu'on travaille. Mais rehausser le niveau d'interdépendance, ça va aussi rehausser le niveau de collaboration. Parfois inconfortable, mais donc, qu'est-ce qui fait partie de vos échanges? Sociaux, plus informels, cadre de porte, un vrai partage? Tu as plus d'années d'expérience, mais moi j'ai déjà enseigné dans telle école, on a un beau matériel, regarde comment on fait, viens m'observer en classe, moi aussi je vais aller t'observer, on va se réunir ensemble pour se parler de nos pratiques. Alors c'est une question qu'on doit se poser, puis je pense que de rehausser le niveau d'interdépendance, c'est pour le bien de tous, notre propre bien-être aussi, parce que quand on a des élèves qui ont des besoins particuliers et qu'on pense au nombre de plans d'intervention qu'on a sur notre responsabilité, il ne faut pas rester seul avec ça. L'élève, il appartient à toute l'école, à toute la communauté, et plus on rehausse notre niveau d'interdépendance,
plus on y gagne nous-mêmes en s'épuisant moins et les élèves également y gagnent. Alors, la collaboration dans les milieux scolaires, le Conseil supérieur de l'éducation, dans une de ses dernières publications, nous le rappelle. Ça fait partie des enjeux, la collaboration, le temps de collaboration également. Alors, il y a différents défis auxquels on doit penser, notamment, on est encore dans une approche où les élèves vont parfois, pour obtenir des services, devoir présenter des diagnostics ou avoir des difficultés bien déterminées. Alors, on a parfois de la difficulté à bien se concerter au niveau de nos interventions et le temps de concertation est un élément qui manque. Donc, comment dégager un espace-temps pour échanger nos points de vue, pour se connaître soi-même et se connaître comme équipe également. Les rôles et responsabilités de chacun d'entre nous, parfois il faut bien les définir, les préciser et ça change au fil des années également. Reconnaître les expertises de nos collègues, construire une vision commune au sein d'une école. On souhaite avoir une stabilité aussi au sein de l'école. Ça aide à construire une vision commune. Le leadership pédagogique de la direction est vraiment un facteur important de cette vision commune-là. Et garantir la cohérence des actions au sein de l'établissement. Donc, tous ces temps de réflexion-là vont nous amener à justement arrimer nos pratiques. Alors, dans l'étude dont je vous parlais, où on analysait en 4 temps au sein de 3 écoles, on a fait aussi des entretiens pour bien comprendre leurs besoins et ce qu'ils nous disent pour mieux soutenir des élèves en difficulté, en vue d'avoir des pratiques plus inclusives, établir un calendrier de rencontres et s'y tenir, et identifier à l'avance de quoi on va parler dans cette rencontre-là. Planifier le meilleur moment pour se rencontrer. On sait que c'est difficile d'avoir des libérations dans les journées, mais trouver des moments opportuns pour tous de se rencontrer, laisser des traces de ce dont on a discuté, puis des consensus qu'on a tirés de ces rencontres-là. Et encore une fois, clarifier les rôles de chacun des intervenants. Ça, c'est quelque chose parfois qui manque. Parfois, c'est ponctuel, parfois, c'est en lien avec les besoins d'un groupe classe ou de certains élèves. Il faut que ça soit complémentaire, il ne faut pas que ça soit en opposition, il faut que ça soit en cohérence également. Alors, encore une fois, le Conseil supérieur de l'éducation nous parle d'une meilleure collaboration dans les milieux scolaires. Donc, que vous soyez ici, ça contribue à votre réseautage, à un partage d'expertise, à des rencontres, à des discussions, à des réflexions. Participer à des groupes de travail. On parle de CAP, on parle de COP, on parle de différentes appellations pour indiquer des groupes de discussion ou de co-développement. Des cercles de discussion, des communautés de pratique, qu'elles soient virtuelles ou en personne, au sein d'une école ou dans les commissions scolaires. Et le point en commun, c'est le besoin de se regrouper. Donc, des enseignants désireux de mieux servir les élèves en s'engageant dans une démarche de développement collectif au sein de laquelle le travail en est un de collaboration et d'échange entre collègues dans un aspect précis de la pratique. Encore nos chiffres, peut-être que vous allez pouvoir dénouer l'énigme. OK, on va y revenir dans quelques minutes. Du temps pour planifier maintenant, donc du temps pour réfléchir, pour analyser, pour collaborer, pour planifier. Ce temps-là est important. Maintenant, on parle beaucoup de collaboration au sein des équipes écoles entre intervenants scolaires, mais on peut aussi planifier la collaboration entre les élèves. Quand on est dans des groupes où les élèves présentent des besoins et des forces diversifiées, on peut justement rehausser la collaboration pour le profit de tous, pour que tout le monde soit davantage engagé dans la tâche.
Alors, je viens tout juste de terminer avec ma collègue Chantal Ouellette et France Dufour une synthèse des connaissances qui porte sur les pratiques et les approches pour favoriser le développement des compétences en lecture et en écriture en contexte inclusif, donc dans des milieux où il y a une diversité d'élèves au sein des classes. Et les recherches tendent à démontrer qu'un temps flexible d'apprentissage est un élément, font partie des pratiques gagnantes. Certains vont réussir plus rapidement en proposant d'enrichissement, d'autres vont avoir davantage besoin de temps. On a avantage à mettre à profit les forces de chacun, les connaissances antérieures de chacun, les chemins qu'ils vont prendre et les démarches ou stratégies qu'ils vont employer qui ne seront pas nécessairement celles modélisées par l'enseignant. Donc, on parle de partager et d'échanger les pratiques gagnantes entre les pairs. Alors, on connaît les démarches d'enseignement explicite où il y a les 3 phases, là, modélisation, pratique guidée, pratique autonome, mais à la phase de la modélisation, les élèves aussi peuvent avoir à partager des stratégies ou des façons de faire. Lors de la pratique guidée, encore une fois, on doit et on peut favoriser les échanges entre les élèves parce qu'ils peuvent rendre visible leur propre démarche, notamment dans le cas dont je vous parle en lecture et en écriture. Donc, les processus vont être différents, mais ils auront des mots pour exprimer comment eux, ils ont réussi à comprendre, par exemple, un texte long et complexe pour justement contribuer à la compréhension ou à la rédaction d'un texte au sein d'un groupe. Alors, planifier des temps de concertation entre les élèves, de collaboration, d'échange, d'écriture à deux, de lecture en groupe, de réflexion en groupe, c'est vers ça qu'on doit aller pour rehausser le niveau de compétence. Alors, on revient une dernière fois avec ces chiffres. Est-ce que certains parmi vous ont trouvé l'énigme mathématique? Oui? Oui? Êtes-vous sérieuse? Wow, vous voyez, vous avez un processus complètement différent, d'où l'importance de questionner en classe. Alors, le premier est la somme. Je ne vérifierai pas, je vous crois sur parole, mais c'est pas là qu'on voulait vous emmener. C'est pas ça ton processus. Ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont trouvé d'autres solutions à cette énigme? Alors, chacun de ces nombres-là a un concept, un terme en commun qui est les heures. Alors, je vous présente les résultats. Alors, dans une semaine, il y a 168 heures. On en met 40 heures au travail. Vous allez me dire que parfois plus, là. Mais on va dormir 56 heures. C'est ce qu'on souhaite, en tout cas. 35 heures pour se nourrir, prendre soin, faire nos soins quotidiens. Et il reste 37 heures. Et ces 37 heures devraient être du temps pour soi. Alors, c'est ainsi qu'on termine notre présentation. Alors, prendre le temps pour se poser. Alors, vous connaissez sans doute Élise Gravel qui caricature souvent des éléments ou c'est pas une caricature dans le fond, c'est plus qui présente là, une bande dessinée. Alors, il faudrait que je fasse plus de sport. Ouf, je dois vraiment terminer ce projet. Je ne passe pas assez de temps avec les enfants. J'ai tellement de ménage à faire. Je ne médite pas assez souvent. Il faudrait que je fasse plus de sport. Alors, on n'arrive pas à se poser. On a la charge mentale et on est toujours comme dans ce qu'on doit faire alors qu'on devrait profiter de l'instant présent, comme ce qu'on vit actuellement. Une lecture que je vous propose. Alors, comment améliorer le bien-être et la santé des enseignants, mais c'est aussi bon pour tous les intervenants scolaires. Un livre fort intéressant, publié il y a peu de temps par Manon Théoret et Mylène Leroux. Manon Théoret, professeure à l'Université de Montréal, qui a maintenant pris sa retraite, mais qui est psychologue de formation, et Mylène Leroux, qui est à l'UQO, qui est professeure notamment en formation pratique. Alors, je vous invite à le consulter, à le lire, à l'avoir sur la table dans la salle des profs. Plusieurs pistes pour prendre le temps de prendre soin de vous. J'ai une amie qui est conseillère pédagogique, je vais la nommer Chantal Meunier, qui m'a, lors d'une de nos rencontres, m'a dit « C'est France en avion ».
Ils nous disent toujours dans les manœuvres de sécurité de mettre d'abord notre gilet de sauvetage avant de nous occuper de ceux à côté. Alors, il faut d'abord prendre soin de vous pour ensuite mieux prendre soin des élèves qui sont sous votre responsabilité. Alors, ce livre-là vous amènera à réfléchir dans ce sens-là. Maintenant, j'aimerais vraiment ça qu'on puisse avoir le lien suivant, mais il va falloir sortir du PowerPoint. Si tu sors, tu cliques puis tu sors, tu vas le voir. On va le voir. Peut-être que le technicien peut... Oui. Okay. C'est une application, justement, proposée par Manon Théoret pour se poser. Moi, je l'ai sur mon téléphone. Il y a aussi un site Internet. Je ne sais pas si vous connaissez Petit Bambou. Bon, alors, on va terminer notre présentation avec un court extrait d'une réflexion de Petit Bambou. Puis, on se reparle ensuite. L'histoire est la suivante. Paul se sert un verre d'eau dont il commence à observer la surface. Paul essaie de stabiliser la surface de l'eau en tenant son verre à bout de bras, en se concentrant ou en faisant des efforts pour cela. Mais la surface ne devient jamais parfaitement et durablement lisse. Même s'il essaie ainsi de plus en plus fort et de plus en plus longtemps, il va être frustré et son bras va trembler en insistant, en cherchant à contrôler son verre et à rendre la surface de l'eau immobile. Il ne peut pas calmer la surface de l'eau. Il réalise soudain qu'il y a un moyen de réussir à cela. S'il le dépose sur le sol ou une table, s'il le laisse suffisamment de temps, sans le tenir, sans faire d'effort, sans interférer, sans toucher le verre pour vérifier si c'est bien calme, en étant détaché, l'eau devient parfaitement immobile, par elle-même, toute seule, car c'est sa nature d'être ainsi calme et apaisé. Quelle réflexion vous inspire cette histoire? L'attention de Paul est ainsi. S'il se contracte ou s'il fait des efforts avec l'objectif d'apaiser son esprit, il n'y parvient pas. En reposant son attention sur son souffle, par exemple, en le laissant aller, en lâchant prise, son esprit va progressivement se calmer. Que vous inspire cette réflexion? Je termine toutes les séances de Petit Bambou comme ça, parce qu'on peut l'interpréter de plusieurs façons, bien sûr. Nous déposer, prendre soin de nous, les élèves aussi, pour centrer leur attention. Parfois, on doit diminuer le tumulte autour d'eux ou en eux. Alors, je pense qu'on est tous conscients parfois des pouvoirs limités qu'on a là-dessus, mais je pense que de prendre conscience de ces moments-là de réflexion pour se poser, pour le bien-être de tous, c'est fort utile. Alors, merci beaucoup de votre attention. Merci d'avoir partagé ce moment-là avec nous. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir aujourd'hui. Puis, bonne poursuite dans vos responsabilités et vos démarches. Merci. Eh bien, l'activité est maintenant terminée. Malheureusement, on manque de temps pour la période de questions. Malheureusement, quoique c'était fort intéressant. Avant de vous laisser partir, je tenais d'abord à vous remercier de votre présence, à remercier également les conférencières, sans oublier également les gens qui sont à la maison en webdiffusion et les gens qui s'occupent du soutien technique. Je vous rappelle également que les enregistrements des activités seront disponibles 10 jours après la tenue du présent symposium, donc surveillez l'infolettre du CETREC. Donc, bonne continuation de journée.